Europe 1, il est 8h37, c'est l'heure de la revue de presse. Alors tout le week-end, j'ai eu plein de messages d'amis qui m'ont dit la revue de presse de Samuel Etienne, c'est vraiment impeccable sur Europe 1. Donc bonjour Samuel, vous avez droit à une nouvelle semaine avec nous. Alors ça, C'est gratuit, c'est c'est un beau offert, c'est la cadeau. maison. Bonjour Jean-Philippe et Bonjour. bonjour Céline. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, ça met la pression pour commencer, mais je vais m'appliquer quand même. Ce matin, dans vos journaux, des histoires de voyage, de départ et d'arrivée. Grands voyageurs que les chauffeurs routiers, bien sûr, mais certains seraient également de grands consommateurs de cocaïne, affirme le Parisien aujourd'hui en France, c'est inquiétant. Voyage encore triste, contraint et forcé, ceux de ces migrants qui quittent l'Afrique et se retrouvent coincés à Calais où la tension va croissante. Mais je vous raconterai à ce propos une belle histoire rapportée par Ouest France, celle d'un marin breton qui vient de sauver 780 personnes. Et puis un bien plus petit voyage, mais qui fait fantasmer bien des responsables politiques à droite, celui qui mènerait François Hollande hors de l'Élysée suite à sa démission. Et Samuel, d'abord ce titre pour le moins inquiétant du Parisien aujourd'hui en France, donc routier et cocaïne, attention danger. Ouais, le journal a décidé de mener l'enquête après le drame du 25 juillet. Vous vous en souvenez peut-être, la mort de 5 personnes sur la route. Le camionneur était positif à la cocaïne. Le Parisien a constaté d'abord qu'aucune statistique récente n'était disponible et donc a décidé d'enquêter sur le terrain, d'interroger notamment des chauffeurs sur une aire de repos en France sur l'autoroute A10. Et les propos recueillis ont de quoi effectivement inquiété. Pour moi, c'est clair, 20% des chauffeurs se droguent avec une substance ou une autre, affirme Claude, chauffeur donc. Plus loin, Roland, un ancien, explique ma génération c'était plutôt café calva, mais les jeunes aujourd'hui, leur truc c'est la coke. Anthony, justement, jeune chauffeur routier, reconnaît prendre ponctuellement, comme il dit, un petit trait, mais ne se considère pas comme un drogué. Si j'ai un petit coup de mou, eh bien ça me remet en forme, et puis tout le monde en prend. Tout le monde en prend de la cocaïne. L'affirmation semble quelque peu péremptoire, et si je peux me permettre, à de quoi inquiéter venant d'un homme au volant d'un 40 tonnes sur l'autoroute. Le Parisien appelle ce matin au renforcement des contrôles, avec des tests salivaires par exemple, avant que, écrit le journal, la ligne blanche ne soit définitivement franchie. Une autre histoire de chauffeur routier à Calais, Samuel. Oui, Calais, vous le savez, où les migrants se massent. Nous en parlions d'ailleurs la semaine dernière dans cette même revue de presse, dans l'espoir d'un hypothétique passage en Grande-Bretagne. La traversée, ils la tentent au péril de leur vie. Certains tentent de grimper dans les ferries en rade dans le port, portant haut ces bateaux comme des immeubles de 20 étages. D'autres, plus nombreux, essayent de se cacher, on le sait, dans les remorques des poids lourds. Et le Figaro rapporte que les chauffeurs n'en peuvent plus, sont excédés de leur faire la chasse. Il faut dire que les amendes sont lourdes. Si un migrant était découvert dans leur camion, 2000 € par personne retrouvée. Certains usent désormais de la barre de fer pour déloger les clandestins. La photo, allez la voir, est dans le Figaro ce matin. Un chauffeur et sa barre de fer contre un jeune migrant terrifié. Et des migrants qui, pour l'essentiel, viennent de Libye, d'Érythrée, du Soudan. Et avant de passer par la France pour tenter de gagner la Grande-Bretagne ou d'autres pays du nord de l'Europe, c'est en Italie qu'ils tentent d'accoster à bord d'embarcations de fortune. En une du quotidien régional Ouest France, il y a ce matin ce témoignage touchant, poignant, d'un marin breton, Philippe Martinez, c'est son nom. Il est le capitaine d'un navire d'assistance aux plateformes pétrolières, mais la semaine dernière, au nord des côtes libyennes, c'est une embarcation de réfugiés qu'il a secouru. Et puis une autre, encore une autre. Au total, 4 bateaux à la dérive, 780 personnes qu'il a décidé de faire monter à bord de son navire avant de les confier à la marine italienne, après avoir reçu d'abord l'assurance que les migrants seraient bien traités, qu'ils seraient débarqués dans un port en Italie et non en Libye. Philippe Martinez a échangé avec ces passagers imprévus qui lui ont raconté comment ils avaient été abandonnés en pleine mer par leur pilote. Alors ce dernier fait croire qu'il demande un renseignement à un bateau de pêche qui est complice et puis il grimpe à son bord. La perte de l'embarcation et du moteur couvre très largement le bénéfice retiré par le passeur. Les sommes sont énormes, je le découvre ce matin, 150 000 à 200 000 $ par voyage, par bateau. L'argent est empoché et en abandonnant le bateau, bien sûr, il réduit quasiment à zéro le risque de se faire prendre et traduire en justice. Lundi dernier, le capitaine breton Philippe Martinez a sauvé 780 personnes. On ne pouvait, humainement, pas les laisser comme ça, a-t-il simplement expliqué à Ouest France. Un témoignage assez fort. On revient en France, Samuel, avec, allez, disons-le, le fantasme d'une partie de la droite. Ouais, c'est le quotidien L'Opinion qui le raconte, ce fantasme que François Hollande ne va pas tenir le coup face à l'impopularité, face à la crise, face au chômage, et qu'il va donc
démissionner avant la fin de son mandat. Alors certains en rêvent, d'autres le prédisent, même y croient dur comme fer, comme François Bayrou, Hervé Morin, Nicolas Dupont-Aignan. Ils l'ont dit publiquement d'ailleurs. Et pour tous ces tenants de cette thèse, eh bien, le retour annoncé et précipité de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP serait le signe que lui aussi, Sarkozy, estime probable cette démission du président Hollande, qui serait d'ailleurs une première depuis celle du général de Gaulle en 1969. Mais rappelons quand même que tout cela n'est que politique fiction. C'est d'ailleurs l'un des feuilletons de l'été du Figaro. Aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 7 sur 17 en tout. Ouais. Quand Jean-Pierre Raffarin, le président du Sénat, on va rappeler que les sénatoriales se tiennent en septembre prochain, devient président tout court. Alors par intérim, certes, en attendant la nouvelle élection, mais président tout de même. Alors lors de la passation de pouvoir, Hollande lui confie d'abord le code nucléaire, c'est sa date de naissance. Président normal, code nucléaire normal, explique le chef de l'État. Et puis il lui résume l'état des lieux en deux temps, trois mouvements, c'est très rapide. À l'international, je cite, on n'est pas sorti de l'auberge, voilà, c'est bien résumé. À l'intérieur, c'est catastrophique. C'est vrai que vu comme ça, on peut comprendre ce fantasme d'une partie de la droite, la démission de Hollande, et la date est même fixée, c'est pour 2015. Politique encore avec ce dossier de Libération, cette fois Samuel, sur les abus de pouvoir des maires. Oui, des maires, des élus, pas des mamans, même si Libération ne peut s'empêcher de faire quand même le jeu de mots en sa une ce matin. L'été, c'est la fête des maires. Alors Libération qui constate que de nombreux élus profitent de l'été pour prendre des arrêtés aussi démagogiques qu'illégaux contre les jeunes, le couvre-feu, contre les prostituées, les mendiants, les chants étrangers lors des mariages. Un phénomène qui n'a rien de nouveau, mais qui aurait pris une ampleur nouvelle avec la vague bleue des dernières municipales. Alors, des arrêtés le plus souvent vite cassés par la justice administrative, mais Libération rapporte que la plupart des maires s'en moquent que leurs arrêtés soient retoqués. L'essentiel pour eux, c'est d'afficher une image de fermeté. Et pour finir, Samuel, vous avez feuilleté pour nous la presse féminine. Oui, et je me suis arrêté notamment sur le magazine Marie-Claire, qui s'est lancé dans une bien curieuse expérience. Inviter 5 jeunes femmes s'appelant chacune donc Aurélie Martin, soit le patronyme le plus commun pour une jeune femme aujourd'hui de 30 ans en France. Oui, Martin, c'est le nom de famille le plus répandu dans notre pays, et Aurélie, c'est le prénom féminin qui a été le plus donné par les mamans et les papas il y a 30 ans, en 1984. Étrange idée, mais au final, dossier très intéressant. Alors, pas seulement pour les anecdotes que racontent ces 5 Aurélie Martin, genre pour le bac, ma voisine d'examen s'appelait aussi Aurélie Martin, voilà, ça arrive, mais surtout pour la réflexion d'un psychanalyste sur le choix d'un prénom pour un enfant, qui dit ceci, ce monsieur: le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un bébé, c'est lui donner un prénom facile à s'approprier, neutre, presque banal, un prénom facile à porter, qui en dit le minimum sur son porteur et laisse libre de devenir finalement lui-même. D'ailleurs, les études sociologiques montrent que plus vous avez un prénom banal, c'est étonnant, plus vous avez des chances de réussir professionnellement. À vérifier donc dans 30 ans, quand seront devenus adultes les Bertille, Léopoldine, Philomène, très prisées actuellement chez les bobos, ou encore dans les milieux populaires, les Rihanna, comme la chanteuse, les Kim, il y a comme... des Rihanna. Oui, à l'état civil, on commence à voir des Rihanna, les Kim comme Kim Kardashian, et les Nabila comme Nabila. Voilà, et statistiquement, donc, on passe le bonjour à Aurélie Martin, puisqu'elles sont très nombreuses. Il y en a forcément qui nous écoutent ce matin sur Europe 1. Samuel, le Club de l'été, on vous retrouve comme tous les soirs sur Europe 1 à 20h, au programme aujourd'hui. On va passer en revue, bien sûr, toute l'actualité culturelle. Je ne sais pas si on parlera de Nabila. Mon invité, ce sera la jeune actrice Anna Girardot, dont tout le monde parle en ce moment, à l'occasion de la sortie du film Le Beau Monde. Et puis ma question très, très essentielle, comme tous les soirs, mon débat: devons-nous vraiment supprimer le gluten, le fameux gluten de notre alimentation, comme nous y invitent de nombreux régimes à la mode? On verra que c'est pas si sûr. Ouais, gros dossier. D'ailleurs, Sophie Lemonnier, le docteur, nous en avait parlé un matin. Dernier. Absolument. Je crois qu'elle sera en ligne avec vous ce soir. Exactement. Gros débat, grosse polémique autour de ça.